Lacan, donc, au cours de l'année 64-65, avait lancé l'idée de faire des séances fermées de séminaires où il demandait aux participants d'intervenir activement. Et là, donc, sur ce premier séminaire fermé qui a eu lieu le 27 janvier 65, Serge Leclerc a pris la parole et il a longuement parlé de ce qu'il a fait paraître dans son livre qui s'appelle Le Psychanalysé, où il raconte l'histoire d'un rêve, ce qui s'est nommé le rêve à la licorne. Et au milieu de cette description, il dit une phrase que j'ai trouvée très très pertinente. Il dit la barrière de l'inceste protège et nourrit le désir. Bon, alors je me suis arrêté sur cette phrase parce que je trouve que c'est une phrase extrêmement concise et consistante qui permet peut-être de parler de ce qui est fondamental chez l'humain, à savoir l'interdit de l'inceste, tout simplement. Je vais vous dire un peu ce que ça m'a évoqué, et puis après Pierre Belon nous dira aussi ce qu'il en a entendu et ce que ça lui a évoqué. Alors le premier élément concernant cette phrase, c'est est-ce que cette phrase a une structure de mathème? Puisque, bon, comme vous savez, j'ai fait un gros travail sur les mathèmes de Lacan, et où je sélectionne un petit peu des phrases émises par Lacan qui ont une structure de mathème. Et là, en quoi cette phrase est ou n'est pas un mathème? Eh bien, un mathème tel que Lacan le décrit, il en dit une phrase qui résume ça assez bien. Les mathèmes sont des signes mathématiques qui se transmettent intégralement. Ce sont des signes mathématiques, mais ce ne sont pas nécessairement des signes mathématiques au sens A, B, C, D, X, Y, Z ou des signes. Ça peut s'écrire aussi en français. Et donc, ce que j'ai repéré donc, dans le travail que j'avais fait, c'était qu'effectivement, on a affaire à des phrases qui sont écrites en français, mais qui ont une structure mathématique. Alors, il y a des conditions nécessaires pour qu'une phrase soit considérée, par moi en tout cas, comme un mathème, c'est que chacun des concepts, chacun des termes qui apparaissent dans le texte, se suffisent à eux-mêmes ou se suffisent uniquement dans la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Et c'est le cas ici. On a un groupe nominal, on a un groupe verbal avec deux verbes qui sont reliés par la valeur et un complément d'objet qui est le désir. C'est une structure extrêmement simple de phrase, mais qui se suffit à elle-même. Quand par exemple Lacan dit l'inconscient est structuré comme un langage, et bien là aussi on a une phrase assez simple, mais par contre le fait qu'ils disent que c'est structuré comme, eh bien il y a une fonction mathématique qui s'applique, qui s'appelle un isomorphisme. Il indique que là, l'inconscient a la même structure. Il ne dit pas que l'inconscient c'est du langage, mais que c'est à la même structure, c'est-à-dire, ça veut dire quoi si c'est isomorphisme entre langage et inconscient, ça veut dire que les fonctions qu'on peut appliquer sur le langage, eh bien, on peut les appliquer sur l'inconscient, à savoir notamment métaphore, métonymie. Voilà. Bon. Donc, alors là, on a effectivement barrière de l'inceste, protège et nourrit le désir. Donc, c'est une phrase où on retrouve, alors,
Voilà, ça met en relation des termes qui suffisent à eux-mêmes. C'est la même structure qu'une définition de mathématiques. Donc du coup, je dis que c'est une phrase qui est constituée de signes mathématiques, mais écrits en français. Et comme tel, ils se transmettent intégralement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Eh bien, il y a 5 termes. Il y a barrière, inceste, protège, nourrit et désir. Et donc, la deuxième partie là, de ce dont je voulais parler, c'est un petit peu prendre un peu en détail chacun des termes, parce que voilà, alors, un point important au niveau du mathème, c'est que si on prend une phrase, eh bien chacun des termes est en relation avec les autres. Mais, par contre, si on prend un terme en particulier, eh bien lui, on va le retrouver également dans un faisceau d'autres phrases où il va être mis en relation avec les autres termes du discours lacanien. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, ou pour le dire autrement, où est-ce que Lacan parle de barrière? Où est-ce que Lacan parle d'inceste, de protection, de nourriture et de désir? Et on va trouver que chacun de ces termes est inclus également dans un certain nombre de mathèmes. Ce qui permet de construire ainsi une espèce de réseau, comme une espèce de graphe, où on peut passer de chacun des concepts au suivant. Tout ceci autour d'une phrase. Alors, pour la petite histoire, normalement dans le texte et le texte qui s'appelle les mathèmes de Lacan, que je suis en train de revoir présentement, eh bien normalement je ne mets que des phrases de Lacan, mais là j'ai fait une exception, j'ai rajouté cette phrase de Leclerc, parce qu'elle me paraît tellement pertinente que c'est du Lacan en même temps. Voilà. Alors, maintenant dire un mot sur la barrière. Alors, la barrière. La barrière, bon, c'est ce qui fait obstacle. Et alors, c'est ce qu'on peut appeler ce qu'on appelait en médecine et qui a été utilisé après dans d'autres domaines, c'est ce qu'on appelle une solution de continuité. Alors, une solution de continuité, c'est presque un faux ami. Eh bien, ça correspond en fait à une dissolution de la continuité. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un terme qui a été employé en chirurgie pour dire que si un os qui est cassé, eh bien, ça fait solution de continuité, c'est-à-dire une espèce de dissolution de la continuité qu'il y a le long de l'os. Et là, c'est un peu la fonction de la barrière. La barrière, c'est bien ce qui survient, donc, c'est une continuité, c'est comme une continuité osseuse qui fait défaut. Ici, s'il y a barrière, c'est qu'elle pourrait aussi ne pas être présente. Et son absence ferait alors continuité. Et c'est précisément ce que nous met en avant cette phrase et ce que dit Leclerc, c'est que justement, il y a une barrière. Alors, de quelle barrière il s'agit? Eh bien, il s'agit de la barrière la plus nécessaire qui soit. Hein. C'est que le sujet humain, il est soumis à la plus nécessaire des barrières, qui est celle de la loi humaine. C'est-à-dire que c'est une barrière qui humanise. Le sujet humain, il est barré par cette barrière, en fait. Ce qui nous fait sujet humain, c'est justement le fait de ne pas être complet,
d'être barré par cette... Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est ainsi que Lacan note le sujet. Il le note de cette façon-là, n'est-ce pas? Comme un sujet barré. Et donc c'est cette barre qui nous constitue en tant que sujet humain. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, mais c'est une barre qui est là tout le temps. Alors, elle se présente de mille et une façons chez le sujet. Si par exemple, ce qui est le plus courant et le plus permanent, c'est le fait qu'il nous est tout à fait impossible. On ne peut pas simultanément avoir accès à un dire et à la motivation qui nous pousse à émettre ce dire. C'est-à-dire que, dans le lapsus, alors lorsqu'on émet un lapsus, eh bien entendu, on n'a pas conscience d'émettre le lapsus. Mais par contre, l'instant d'après, on peut en avoir conscience. Et donc, c'est cette barre, c'est celle-là. C'est la barre qui va séparer. C'est la barre qui va séparer le signifiant du signifié. Hein. C'est-à-dire que lorsque ici j'émets un dire, eh bien la motivation qui me pousse à émettre ce dire, je n'en ai pas conscience. Mais éventuellement l'instant d'après, le S2 est plus passé ici par rapport à un S3. Hein. Donc ici, il y a un écoulement temporel. Et vous voyez, on voit bien là que la relation fondamentale entre la barrière et l'humain, c'est que c'est grâce à cette barrière qu'un humain est humain, en fait. Parce que le défaut de cette barrière, de cette barre, a des conséquences qui seraient dramatiques, bien sûr, qui sont dramatiques. Et cette barre, elle fonctionne comme un interdit. Hein. C'est en quelque sorte un interdit. Interdit. S'il y a la barre, il y a une solution s'il n'y a pas la barre, il y a solution de continuité. Parce qu'il y a. L'os est rompu. Oui, mais on peut dire que cette barre, c'est ça la solution de continuité. C'est-à-dire qu'il y a sur le. Si ça c'est l'os, eh bien, s'il est cassé, c'est cette cassure qui fait la barrière. C'est pour ça que la notion de barre et de barrière, elle va bien là-dedans. Parce que c'est la cassure elle-même qui fait solution de continuité. Oui, il y a solution. Oui, c'est ça. Et donc, elle fait fonction de barrière parce que tout à coup, ça ne peut plus passer. Voilà, c'est ça. Exactement. 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 Et ça vient justement. Alors, on va dire que ça fait barrière à la jouissance. Hein. Parce que la jouissance elle-même, elle n'est pas infinie. Hein. Et elle rencontre sa limite sous forme d'une barrière. Et comme on dit, trop de jouissance tue la jouissance. Ah, il y a quand même un espoir dans la solution de continuité, c'est quand l'os va être réparé, eh bien, ça va repasser. Voilà, exactement, exactement. Alors, si on veut poursuivre un tout petit peu plus loin la comparaison avec la chirurgie, on peut peut-être dire aussi que c'est un petit peu ce qui nous arrive lorsque Lacan appelle par ailleurs la traversée du fantasme. C'est-à-dire oui, que oui. hein, c'est-à-dire que lorsque on a l'impression d'attraper l'objet du désir, eh bien, il n'y a plus de solution de continuité. On a l'impression qu'on a attrapé l'objet. Mais la fracture, elle revient. Hein. Cette cassure, elle revient. C'est l'instant de traversée du fantasme. Hein. Ouais. Oui. Une question aussi un peu prosaïque. Juste
voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas clair pour moi encore. La, la barre et la division, la fracture, la fraction. Le sujet divisé, c'est comment par rapport au sujet barré? Oui, 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 mais c'est presque des synonymes, tous ces mots-là. Justement, sont des synonymes, enfin, tel que je l'entends. Est-ce que c'est sûr? Parce que diviser, c'est la Spaltung, c'est la schizophrénie. Alors, Non, je ne suis pas non, sûr que ce ne soit que ça. non, 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 pas nécessairement. Mais divisé essentiellement, je crois, Non, non, c'est le sujet par qui la est. parole. Voilà, c'est le sujet qui est Alors, divisé par est-ce la. que barrer n'est pas mieux que diviser? C'est ça que je voulais dire, hein. C'est que Voilà, c'est pour ça que je voulais bien clarifier ces deux choses. Attends. c'est vrai qu'ils sont un peu synonymes, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de clarifier les choses. Oui, oui. Bah, les distinguer, disons. Mieux. Oui. Donc, la question que tu poses, Catherine, c'est qu'est-ce qu'il en est en fait de ce sujet qui est incomplet et qui est barré. Alors, où est-ce qu'on le retrouve, ce sujet barré? Eh bien, on le retrouve déjà, on le retrouve bien sûr dans sa rencontre avec l'objet. C'est là aussi où il est barré. Hein, il rencontre un objet, mais il le rencontre avec dans un cadre de, effectivement, là aussi de solution de continuité. C'est-à-dire que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et le moment où ça va passer, ce que Lacan, tel que j'entends moi lorsque Lacan nous dit traverser du fantasme, c'est ces moments exceptionnels où ce losange s'est refermé, n'est-ce pas? Et où à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un passage entre le sujet et son objet de désir. La nouvelle voiture que je viens d'acheter, elle est formidable, et puis au bout de 8 jours, je m'aperçois que je dépense beaucoup d'essence, que je vais avoir des remboursements très importants à payer tous les mois, et puis que même la couleur, c'est pas tout à fait celle-là que je voulais. Donc cette traversée qui s'est opérée au moment de l'achat de cette voiture, qui comblait mon désir, hein, et un temps plus ou moins court après, je suis à nouveau dans cette situation-là, n'est-ce pas? Dans cette situation-là, où là c'est bloqué, et là c'est bloqué, quoi. Hein, ça passe plus. Ça passe plus. Insaisissable. Voilà. C'est ça la pulsation, et ce qui fait que le savoir que le sujet acquiert de cette évanescence ou de cette pulsation l'amène bien entendu à réaliser qu'il est un sujet barré. Le sujet non barré, est-ce qu'il existe? Bon, il n'existe pas en tant que tel. Hein. Je crois que Lacan le met dans Kant avec Sade comme le sujet sadien. Voilà, par exemple, bien sûr, le sujet sadien, ou alors même le père primordial, qui lui n'a pas connu la castration. Effectivement, donc le sujet sadien s'imagine avec l'usage qu'il va faire de son objet, voilà, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que on peut dire que le sujet sadien, il utilise son objet. Et il méconnaît sa division. Il méconnaît sa barre comme sa division, en fait, c'est ça. Voilà.
On va y revenir après, parce que c'est par rapport au mécanisme qui est derrière. Mais c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme qu'on retrouve là sur ce que j'indiquais avant, sur la relation entre S1 et S2. Hein, c'est-à-dire que on pourrait la représenter comme ça, là, c'est mal décidé, mais là, cette barre, telle que je la comprends, hein, c'est un anneau de Möbius. Et en tant qu'anneau de Möbius, ouais. hein, Pour le coup, c'est continu. voilà, mais c'est continu et discontinu. C'est-à-dire que si je m'intéresse à l'écoulement du temps, n'est-ce pas, ce qui est dans la diachronie, eh bien, dans la synchronie, c'est-à-dire que on va appeler ce temps, par exemple, T0, eh bien, cette barre, elle a une structure intraversable, mais étant donné que c'est une structure möbienne, quand le temps s'écoule, eh bien, ce parcours le long de cet anneau de Möbius fait que ce qui était en dessous passe au-dessus. Ce qui était S2, il devient conscient ici, sauf si c'est trop angoissant. Si cette motivation est trop angoissante pour moi, elle va rester dans le refoulement. Mais c'est la même structure que le refoulement. Tout ça, c'est la même chose. Mais quand il y a S2 qui s'exprime, eh bien, il y a bien entendu, à nouveau, au niveau synchronique, au temps T1 ici, il y a une motivation à laquelle je n'ai pas accès. C'est-à-dire que tout le déroulement du temps se fait comme ça. Alors si on prend l'exemple d'un lapsus tout simple, eh bien, dès que j'ai énoncé ce lapsus, eh bien, il peut devenir tout à fait conscient pour moi. Hein. Donc ce passage de S2 au-dessus de la barre ou de l'autre côté de l'anneau de Möbius, eh bien, il est naturel. Maintenant, si au lieu de ça, ça me déclenche une grande quantité d'angoisse, eh bien, je n'y aurai pas accès. Je m'amuse toujours à donner un peu cet exemple parce qu'il est assez caricatural, mais beaucoup de gens l'ont déjà rencontré. Deux copines, une copine qui dit à l'autre, tu sais, j'ai vu ton mec, il était en train d'embrasser une fille la semaine dernière, bon, mais tu sais, je te dis ça par amour de la vérité, hein, parce que ça m'a beaucoup choqué, mais comme on est très bonnes copines, et ben, je te dis ça parce que par amour de la vérité, il faut que je te le dise. Bon, parce que là, il y a une espèce d'invention du S2, parce que le vrai S2 qui serait là, c'est de dire, ah ben, en fait, j'ai envie de foutre la merde dans ton couple, et puis d'abord ton mec, moi il m'intéresse. J'aurais bien envie de me le taper et que tu te sépares de lui. Donc si je te dis qu'effectivement je l'ai vu embrasser une autre nana, peut-être que tu voudras le quitter, et à ce moment-là je pourrais peut-être intervenir. Donc tu vois, tout ce jeu de la motivation, il peut se dérouler sous forme d'une métonymie en fait. Et quand elle dit c'est par amour de la vérité, c'est une métonymie, c'est-à-dire qu'elle dit qu'une petite partie qui cache ses véritables motivations, qui se les cache même à elle. Hein. Parce que en fait, elle a vraiment envie de lui faire du mal à sa copine. Hein. Donc Voilà. c'est la pulsion d'agressivité là hein, qui fonctionne. Bien sûr, hein. bien sûr. Donc effectivement, ce que l'on cherche à comprendre dans cette phrase, dans ce dire-là, c'est tout l'effort qu'elle fait pour la cacher, cette agressivité. Hein. Voilà. Et elle se dissimule ça, hein, mais plus elle se le dissimule, plus ça ressort, quoi, plus c'est vicieux son truc. Hein. Je pense que si elle essayait d'en dire plus, oui, mais c'est la vérité que je veux, ben, ce serait... Oui. Mais ça,
On a tous rencontré ou entendu des histoires pas très éloignées de ça, hein. Pas très éloignées de ça, hein. Alors maintenant, le sujet barré. Le sujet barré, c'est aussi la fille là en question qui parle à son analyste et qui dit, mais enfin, je comprends pas ma copine. L'autre jour, je lui ai dit que j'avais vu son mec qui la trompait, etc. Hein, mais c'était par amour de la vérité, etc. Là, à ce moment-là, elle le dit à son analyste et c'est qu'elle-même s'interroge un petit peu. Hein, elle est barrée de son inconscient là. Hein, elle a fait ça par pure saloperie. C'est la pulsion de mort qui fonctionne à fond. Hein, mais elle se le cache à elle-même. Et effectivement, qu'est-ce que ça va être la traversée du fantasme? Ça va être le moment où, ayant tourné sur l'axe, sur la bande de Mébius, elle va pouvoir se dire, mais dis donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ton histoire là? Hein, c'est qu'il y a une traversée possible du fantasme. Oui, mais justement, c'est un très très bon exemple parce que si cet analyste, c'est un analyste lacanien, eh ben peut-être qu'il va faire enfin, il va faire une coupure, là aussi, en arrêtant la séance. Par exemple, oui. Hein. Ah ben c'est par amour de la vérité, bon, très bien, ben revenez demain. Au revoir. Tu vois, de fait, ça peut tout à fait être ça. C'est justement, il redouble la barre, d'une certaine façon. Elle se présente à ce moment-là comme un sujet non barré, mais enfin, c'est bien sûr, c'est par amour de la vérité que j'ai dit ça. Ah non, tu es un sujet barré, au revoir. Est-ce que le sujet barré, on peut l'assimiler au sujet qui doute, mais qui cherche la vérité? Oui, surtout dans la mesure où il y a du symptôme. Ça m'évoque tellement de choses, de souvenirs ou de patience que tu es en train de dire. C'est que quelle histoire il va se raconter, le sujet? D'ailleurs, j'ai dit ça à ma copine. Ce qui m'est venu, c'est que j'ai dit ça pour. Mais elle n'était pas contente. Elle m'en a voulu après. C'est incroyable. Je lui ai dit la vérité parce que quand même c'était pour l'aider que j'ai dit ça. Puis en plus après elle s'est fâchée avec moi. Je comprends pas. C'est avec son mec qu'il fallait qu'elle se fâche, pas avec moi. Donc tu vois, il y a tout un discours qui se construit d'interprétation, jusque et y compris le fait de se cacher à elle-même et éventuellement à son analyste qu'en fait, j'étais très jaloux de cette femme, de cette fille, parce que ça fait. Je comprends pas pourquoi ce mec-là, il lui a préféré elle à moi. Tu vois, et ça peut prendre beaucoup de temps et éventuellement, ça peut ne jamais s'analyser. Alors, je pense à la formule, le désir, c'est le désir de l'autre. Hein. Oui. C'est-à-dire, c'est ma copine qui me fait à cause d'elle si j'en bave, quoi, parce qu'elle est tellement, elle comprend rien. Hein. Et le désir, c'est le désir de l'autre, c'est quelque chose qui est effectivement la raison pour laquelle l'analyste surtout doit couper la séance. Hein. C'est parce qu'il ne peut pas entrer dans ce petit jeu-là. Hein. Je crois que c'est. Oui, Hein, bien sûr, absolument. Voilà, bon, ça c'est donc peut-être là, on a parlé un peu du premier mot. Maintenant, parlons du deuxième. Alors, bien sûr, c'est le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, c'est effectivement la notion de l'inceste. Alors, je remarquais un truc un élément de cette formulation. On notera que Serge Leclerc, là aussi, fait une certaine métonymie. Parce que s'il avait dit la phrase complète, il aurait dit la barrière de l'interdit de l'inceste protège et nourrit le désir. Mais il ne dit pas la barrière de l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire que moi, ce que j'y vois dans la dimension alors je redis
que pour moi est une métonymie, hein, parce que c'est pas la définition qu'on trouve dans les dictionnaires, hein, qui sont des définitions extrêmement naïves. Une métonymie, telle que je l'utilise dans le travail, c'est là encore, voilà le temps qui s'écoule, une phrase qui commence ici, avec un certain nombre de mots, on va dire M1, M2, M3, M4, et qui se termine par un point. D'accord. Donc ça, c'est une phrase. Alors, de quoi il s'agit dans une métonymie? Eh bien, dans une métonymie, quelle qu'elle soit, eh bien, au lieu de prononcer la phrase M1, M2, M3, M4, on va prononcer effectivement la phrase suivante, M1, M2, M4. C'est-à-dire que une partie de la phrase, en l'occurrence le mot M3, n'a pas été prononcé. Par contre, on a rabouté, on a mis bout à bout le M2 et M4. Et cette structure métonymique, elle est immédiatement comprise par les enfants, même les enfants très très jeunes. Hein, si vous dites à un enfant, tu veux boire ton biberon, il va dire oui ou il va dire non. Il a compris que c'est pas le biberon qu'il va boire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du biberon. Alors que là, si j'avais supprimé la métonymie, j'aurais dit, est-ce que tu veux boire le lait qui est dans ton biberon? Mais c'est pas du tout nécessaire. Parce que l'humain, il est adapté pour acquérir et accepter la métonymie. Alors, c'est là où c'est très intéressant. C'est que il n'y a pas besoin dans la phrase de dire que c'est l'interdiction de l'inceste qui fait barrière. C'est pas la peine. Parce que c'est simplement l'inceste qui fait horreur à l'humain. Au niveau de la métonymie, quand vous lisez, ou n'importe qui lit cette phrase, comprend que c'est entre inceste et interdiction de l'inceste, eh bien, c'est comme le biberon et le lait du biberon. Hein? Bon, cependant, ce qu'a noté Freud, oui, Freud aussi, je crois, hein, et ce qu'a noté Lacan, c'est que l'humain, il a horreur de l'inceste. Mais en même temps, il s'agit nullement d'un sentiment naturel. Cependant, cette horreur, elle est présente. Et il y a quelque chose qui vient alimenter cette horreur de l'inceste, horreur parce que le sujet intègre qu'il s'agit d'un interdit, eh bien, c'est ce que Lacan nomme le nom du père. Hein? Donc, ce qui vient faire fonction, ce qui est associé nécessairement à l'inceste, et plutôt à son interdiction, eh bien, c'est le nom du père. C'est la fonction, c'est cette fonction qui fait jouer l'interdit de l'inceste. Mais ce qu'on a indiqué avant, et cette notion de pouvoir faire un accès à la métaphore et à la métonymie, ça n'est possible que parce qu'il y a cette horreur. Hein, parce que c'est à travers cet interdit que la conséquence, c'est qu'on est un être parlant. Il y a quelque chose de radical. Hein, et qui fait de nous comme le note Lacan, hein, des par-lettres.
Jacques, tu me permets de donner un petit exemple Bien que sûr, que Jean-Michel Bapro donnait à propos d'une définition du nom du Père, tu la connais peut-être, qui est assez drôle, puisque en fait, tu as oublié de citer quand même que ça renvoyait à l'Oedipe et au complexe d'Oedipe édifié par Freud et réaménagé par Lacan. Et donc, le nom du Père, c'est, pour Jean-Michel Bapro, la façon qu'a la mère de confectionner la recette préférée du Père. Parce qu'il est bien évident qu'il y a la loi qui vient effectivement renverser le désir de la mère pour l'enfant. Voilà, c'est ça la question aussi de l'inceste, et pas seulement, à mon avis, d'une loi humaine, comme tu peux dire. Évidemment, c'est effrayant puisqu'on voit à quoi ça a mené Oedipe. Mais comme tu disais une fois, il ne le savait pas que c'était sa c'est ça. mère et son père. C'est ça, exactement. Exactement. Il a fait ça, comme on dit, à l'insu de son plein gré. C'est la question qui reste toujours fondamentalement derrière tout ça, c'est horreur de quoi? Hein. Dans la métonymie, là, ce que je notais là dans c'est bon, la phrase, c'est la barrière de l'inceste, hein, la barrière de l'inceste, mais on aurait pu mettre l'interdit de l'inceste, ou la Voilà. prohibition de l'inceste, ou le nom du père à l'inceste, hein, nom du père à l'inceste, hein. Le père, il a dit non, non, tu ne baisseras pas ta mère. Voilà, c'est quelque chose, effectivement, qui est posé comme une métonymie, hein, comme quelque chose qui va avoir à jouer sa fonction. Mais l'horreur, pourquoi l'horreur? Alors, Elle vient. oui, vas-y, pardon, je te coupe. Vas-y, dis-moi, finis la phrase. Eh ben non, j'avais pas. Non, c'était un point d'interrogation que je mettais parce Alors, que et- l'horreur, effectivement, il y a quelque chose d'horrible, ouais. mais euh, je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense que le quelque chose d'horrible, c'est justement l'horreur sans qu'il y ait besoin de préciser de quoi. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est là où il y a de l'horreur, j'en veux pas. Je veux m'en protéger de l'horreur. Je trouve justement que c'est extrêmement bien montré dans cette pièce de Sartre qui s'appelle Les Mouches, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et parce que justement, la ville, les mouches, il me semble. Ah, les mouches, les mouches. Oui, parce que justement, la ville vit sous une horreur. Mais alors, c'est drôle parce que c'est pas une horreur, c'est pas une bombe nucléaire, c'est pas un tremblement de terre, c'est pas quelque chose qui détruit l'ensemble des humains qui sont là, mais qui déshumanise les humains. Parce que ce sont des mouches. La ville est remplie de mouches. Et, euh, et à la fin de la pièce, effectivement, les mouches s'en vont lorsque Oedipe quitte la ville. Hein. Mais justement, on peut très bien imaginer les habitants de cette ville qui continuent à vivre. Ils n'ont pas subi un tremblement de terre, mais ils sont confrontés à une horreur. Si tu as des milliards et des milliards de mouches autour de toi en permanence, c'est une horreur. Tu vois, c'est bien montré par Sartre, là, justement, cette dimension de l'horreur. Alors, bon, maintenant, ça laisse un peu le point d'interrogation. Pourquoi horreur? Alors, parce que avant de répondre à ça, je dirais plutôt à qui il s'adresse cet interdit. Eh bien, il s'adresse d'abord et avant tout à l'usage et au mésusage que fait l'enfant de sa mère. Hein. Alors, bon, là, on va parler toute la soirée de père, de mère, de parents, etc. Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de père, de mère ou d'enfant ou de parents, on parle des fonctions. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la mère réelle. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Alors,
il y a un double usage de cet interdit. Il s'adresse à l'usage que la mère fait, au mésusage que sa mère fait de l'enfant, mais il s'adresse aussi au mésusage que l'enfant fait de sa mère. C'est dans les deux sens. Et alors, que l'enfant ait des usages et mésusages de sa mère, c'est tout à fait normal, puisque c'est lui qui naît après et qui apprend ce que c'est qu'être un être humain. Pour ce qui est de la mère, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'elle est censée le savoir et qu'elle est tentée de pratiquer des usages et mésusages de son enfant, parce qu'elle a une antériorité de vie. Et c'est elle qui est la garante de cet interdit, bien sûr. Oui, mais personne ne sait jamais qu'il s'agit de ça, en fait, hein. Là, on est en plein sur la question de l'horreur. L'horreur, c'est bien quelque chose, mais horreur, il n'y a pas d'objet de l'horreur. Ce qui me venait là, puisque tu aimes bien citer les titres ou les pièces, bon, l'horreur, c'est quelque chose qui est très utilisé au théâtre ou au cinéma, si tu veux, hein. Et je me souviens d'un film qu'on commentait souvent au ciné-club qui s'appelait La Chose. La Chose, c'était des gens qui exploraient au pôle Nord quelque chose. Oui. Ils trouvaient un bloc de glace et une figure humaine à l'intérieur. Bon, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas ce que c'était que la congélation. Enfin, bon. Et il y a eu des remakes de ce film qui sont une nullité absolue, mais le film original était absolument extraordinaire parce que pratiquement pendant tout le film, ils avaient peur, ils avaient horreur de la chose, hein, das Ding, hein, et ils ne le savaient pas pourquoi. Et je crois que c'est ça l'horreur, l'effroi dont il est question, hein, dans cette histoire d'inceste. Parce que il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire que tu as bien dit déjà, mais pourquoi c'est horrible l'inceste? Bon, il n'y a rien d'horrible, bon sang de bon sang. Mettre de l'amour avec des gens qu'on aime, etc. Enfin, sa maman, qu'est-ce que Alors, c'est que l'histoire d'inceste qui est interdit? C'est aberrant, cette histoire. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas naturel. Pourquoi ça me donne de l'horreur? Mais justement, c'est pas du tout naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel du tout. alors, il y a aussi, là, on parle de l'inceste parent-enfant. Et je me suis trouvée une fois dans une situation où c'était deux frères qui étaient supposés avoir eu des rapports incestueux. Et, donc, il a fallu dire quelque chose à l'aîné, quoi, en lui disant, ben, chez les humains, ça se fait pas. Mais c'est compliqué à dire. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qui facilite se dire, c'est justement de dire c'est purement social. C'est pas du tout au niveau des affects, bien entendu. C'est social. Mais ça ne l'est pas, justement. Comment? Mais ça ne l'est pas, justement. C'est pas social du tout. L'interdit, je parle D'abord, la socialisation de l'homme. Oui, oui, l'interdit. C'est grâce à l'interdit que l'homme se socialise. Et voilà. C'est là où est sa fonction, en fait. Et est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose aussi du côté de l'angoisse? Oui, voilà. Parce que l'horreur et l'angoisse, Voilà. hein, le frisson d'horreur et le frisson d'angoisse, ça va un peu ensemble, ça. Voilà, bien sûr. Et c'est quand même notre job, ça, hein, c'est notre substance de Voilà, travail. alors c'est une angoisse qui est souvent masquée du côté de l'adulte qui pratique la pédophilie ou l'inceste. Pour l'enfant, il en a un vague savoir quand même, et qui peut être extrêmement angoissant, bien sûr. Et je pense aussi que peut-être quelquefois un déplacement de l'horreur de le père pour un autre objet comme dans la phobie. Oui. Oui. Tout à fait. La phobie. Comme dans le petit Hans. Ah, ça, c'est la genèse du symptôme, alors, hein? Oui, dans la phobie, c'est la genèse du symptôme pour protéger contre l'effroi.
Oui, parce qu'on peut tout à fait concevoir que cette phobie, là aussi, c'est un déplacement, une métonymie liée à l'interdit de l'inceste. Hein. Parce que c'est le seul interdit chez l'humain. Donc il n'y a pas. C'est facile, hein, pour notre métier, finalement, c'est facile. On sait que tout ce qui se produit est toujours lié à ce seul interdit qui est chez l'humain, l'interdit de l'inceste. Pourquoi il est là? Parce que c'est ce qui nous permet de parler. Hein. Alors, il y a quand même une petite réserve, on en parlait tout à fait en aparté tout à l'heure, c'est que dans la période, on va dire, narcissique, hein, la période du moi idéal, hein, moi, je ne sais pas si l'enfant, s'il avait un pénis fonctionnel, s'il la sauterait pas, sa maman. Ben oui, bien sûr, mais que l'enfant ait. Mais, Dans les deux sens. Hein. oui, mais justement, mais que l'enfant ait ce désir, c'est tout à fait normal, vu qu'il aime tellement sa mère qu'il a envie de baiser avec elle. De la câliner. Bien sûr, mais justement, le travail de la mère au nom du père, c'est justement d'interdire ceci. Et ceci à partir du moment où la mère parle. Bah, la mère, elle est censée parler, justement. C'est après, Ah oui, non, mais on distingue toujours des périodes. justement, on va y venir. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué là? J'ai marqué. Oui, parce que si, je vais te le dire tout de suite là, parce que moi, très très précisément, je mettais la parole au moment, enfin la parole comme dire, au moment du Forda. Or, le Forda n'est pas d'emblée dans l'histoire du bébé. Comment ça? Le Forda, Oui. à la symbolisation de la relation à la mère, hein, Et alors? eh bien, et il n'est pas à la naissance, lui. Non? Il vient plus tard. C'est là qu'intervient le dire de la mère. Jusqu'au Forda, il n'y a pas de dire en réalité, il y a que du ouin-ouin. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, ce qui permet à l'enfant de passer du pleur de la disparition de sa mère au jeu du Forda et à l'émission de ces vocables Forda, c'est le trauma, c'est-à-dire c'est le nom du père. C'est le fait que le fait que la mère. dire que c'est sous l'impact de, oui, c'est ça, c'est sous l'impact du nom du père, donc de l'Oedipe, de l'inceste. Voilà, c'est ça, du fait que la mère dise, écoute, je sais que tu pleures, mais bon, t'aurais envie que je passe la soirée avec toi, mais je suis désolé, je vais passer la soirée avec ton papa. Hein, et on va aller au cinéma, mais il y a une babysitter qui est là. Désolé, mais tu pleures, je comprends que tu pleures, mais c'est comme ça. C'est cette dimension, ce qui est associé au nom du père, c'est le trauma ou ce qui va, ce qui est la castration symbolique. Hein, on en revient toujours à ça également. Alors, c'est-à-dire que, oui, enfin, il y a plusieurs étapes hein, dans la castration, d'après Lacan. Hein, ça ne se fait pas tout à fait d'un seul coup. Oui, bien sûr. Alors, donc, d'une certaine façon, on peut dire que la fonction de cette interdiction de l'inceste, elle vient faire obstacle au principe de plaisir des deux partenaires, c'est-à-dire de la mère et de l'enfant. Et d'ailleurs, l'intensité des pleurs et des colères de l'enfant insatisfait sont exactement le témoignage de ce trauma, de ce dont on est en train de parler, et qui conduit l'enfant à préférer progressivement le jeu du Forda aux pleurs. Hein, il joue avec une bobine. Hein. Alors, donc on voit que du coup, par cette fonction, le père est lié structurellement à l'interdiction de l'inceste. C'est lui qui va incarner le nom du père en faisant ainsi la barrière dont on parlait avant. Obstacle qui est autant du côté de l'enfant que du côté de la mère. Il est l'ordre qui empêche cette collusion et cette collusion incestueuse entre mère et enfant.
pour résumer, je notais que finalement toute métaphore et métonymie mise à part, l'interdiction de l'inceste avec sa conséquence de castration symbolique, c'est le seul et unique interdit qui marque l'être parlant. Et la conséquence, là aussi, quand on parle de l'entrée dans le langage, eh bien quand même, la conséquence principale, structurelle, eh bien c'est qu'il y a un trou dans le symbolique. Eh bien ce trou dans le symbolique, c'est cette marque que Lacan note ainsi, S de grand A barré, c'est-à-dire que l'ensemble dans le symbolique, si ça c'est le symbolique, eh bien tous les signifiants pointent, se dirigent, regardent un trou en fait. Hein, le S de grand A barré. Alors, excuse-moi, Oui. Jacques, juste si tu peux un peu développer sur le trou dans le symbolique. Ah, pas tous les plaisirs sont autorisés. Pas tous les plaisirs, pas tous les jeux sont autorisés entre mère et enfant. Il y a une violence traumatisante. Cette violence traumatisante, ben c'est presque le morceau de chair qui est enlevé. Il y a un morceau de chair symbolique qui est enlevé. Et c'est ce morceau de chair symbolique qui est ce trou. C'est insignifiant qui manque. Ça serait complètement formidable entre maman et moi, mais il y a ce fameux nom du père qui vient fausser le bonheur. Mais finalement, tous mes signifiants vont s'adresser à ce trauma, vont s'adresser à ce manque, vont s'adresser à ce trou. Il est toujours là, ce trou. Le symbolique n'est pas complet. Il est incomplet. D'ailleurs, c'est ce qui fait de moi un sujet barré. Parce que ma position de sujet, elle n'est pas complète. Elle est barrée. Il en manque un. Il en manque un. Mais ce un qui manque, ben ça va être là-dessus que je vais pouvoir structurer tous mes désirs. C'est grâce à ce trou, c'est grâce à ce manque que je pourrais ensuite accéder au désir. Oui, merci. Et quand on dit dans le symbolique, on dit qu'il manque un signifiant, quoi. Voilà. C'est le signifiant du manque dans l'autre. C'est que dans l'autre, il y a de l'incomplétude. Le grand autre est incomplet. Il y a un signifiant qui lui manque, mais il a un nom. C'est le signifiant du manque dans l'autre. C'est le signifiant d'un trou. Alors, c'est pas le même trou que dans la psychose, il ne faut pas tout mélanger, bien sûr. Non, c'est le signifiant de notre incomplétude. C'est le signifiant de la barre. Tout ça, ça se regroupe. Tu vois, tout ça, ça se rejoint. Et si on considère RSI, si on considère la représentation que fait Lacan au niveau RSI, hein, je la simplifie comme ça, hein, d'accord, I, R et S, eh bien, chaque fois, ce sont des tores, et en tant que tore, il y a un trou au milieu. Il y a bien un trou là, sinon ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas de trou. S'il n'y a pas de trou, tu ne peux pas faire de tort. Tu vas te faire du tort si ce n'est pas de tort. Et c'est pareil pour le réel. Pour le réel aussi, c'est aussi cette structure torique. Une structure torique, eh ben, c'est une structure qui a un faux trou au milieu. Hein? C'est pas... ça ne peut pas se nouer s'il n'y a pas de trou. Parce qu'on peut aussi le prendre au niveau des conséquences. Bah c'est étudié pour, comme disait Fernand Reynaud. Hein. C'est voilà. Étudié pour.
C'est ça ce qui permet le nouage. C'est, euh, on nomme ce qui fait que, voilà, pour le dire autrement, il n'y a aucune raison que le petit enfant considère que sa structure, c'est pas une boule. Pour lui, c'est normal que ce soit une boule. Il n'y a aucune raison qu'il pense à un truc plus compliqué qu'une boule. D'ailleurs, il a bien conscience, vu que le sein, ça fait partie de lui. Hein. Il n'imagine pas une seule seconde que le sein qu'il est en train de téter, ça appartient à sa mère. Il ne faut pas rêver. Hein. Il sait que ça lui appartient. Il considère que le sein, ça lui appartient. Hein. Mais manque de bol, il n'est pas toujours là, dis donc. Il n'est pas là et même il va se mettre à pleurer parce que le sein n'arrive pas assez vite. C'est bien parce que, donc il est obligé de repenser sa cosmologie, sa cosmogonie. Sa cosmogonie qui le mettait dans une structure sphérique, merde, il y a un trou dedans. C'est pas complet, c'est la merde. Et je pleure d'ailleurs, je pleure pour ça, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et voilà, mais par contre, après, justement, au niveau métaphore et métonymie, tous les signifiants vont toujours s'intéresser à ce trou. Alors, l'objection que je ferais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'on est tous parfaitement conscients de ce schéma-là, d'ailleurs, qui nous Non, obsède. je dis juste merci à Jacques pour ses éclaircissements déjà. Bon, tant mieux, si ça t'éclaire, tant mieux. Enfin, Non, mais clair. c'est vrai que l'histoire, ça éclaire bien, hein, cette question du trou. Maintenant, la question que je posais tout à l'heure reste en suspens, à savoir la question génétique. Au départ, l'enfant est complètement dans l'imaginaire, dans la phase préoedipienne, ou alors Voilà. j'ai rien compris. Hein. Donc il est à ce moment-là dans une phase préoedipienne, c'est le phallus imaginaire et désiré par la mère. Hein. La mère désire. Hein, et un phallus imaginaire, et l'enfant se dit, mais je pourrais très bien être ce phallus imaginaire. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour notre pratique, parce que les gens, ils arrivent presque tous avec ce fantasme-là. Hein. On n'entre pas dans le symbolique toute la journée, tout le temps, comme ça, à fond de cale. Hein. Donc, le schéma ne va se compléter qu'au fil, justement, des dires. Hein. Et qu'est-ce qui va mettre une fin relative à la phase préoedipienne? C'est effectivement le père imaginaire. Et le père imaginaire, il est imaginaire parce que, on le dit bien d'ailleurs, hein, c'est le père réel n'a rien à voir là-dedans. Hein, c'est la même chose quand il n'y a pas de papa dans la maison. Hein. Le père imaginaire, il intervient en affirmant le tabou de l'inceste par la parole. C'est-à-dire que c'est là que joue la métonymie. Quelle que soit la façon dont on l'appelle l'inceste, qu'on l'appelle inhibition, on le disait tout à l'heure, qu'on l'appelle interdit, qu'on l'appelle barrière, qu'on l'appelle nom du père, etc., enfin qu'on lui donne le nom que l'on veut, hein, eh bien, il est présent dès qu'il y a de la parole. Voilà, Hein. c'est ça. Je pense que c'est ça qui est très, très important, c'est l'intervention du dire qui va faire entrer dans le symbolique, mais qui va entraîner en même temps quelque chose de bien embêtant, c'est que, mince, je peux plus vouloir être l'objet du désir de maman. Hein. Ça, c'est bien embêtant. Justement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, parce que ce qu'on a dit là ici pour le S de grand tabaret, on peut le dire aussi pour l'imaginaire, mais c'est quand même, j'ai tout pour plaire à maman, j'ai tout pour lui plaire, et puis, ah merde, ben on préfère un autre, mais ça on est sur l'imaginaire là, hein. Elle en préfère un autre, donc là aussi, ma conception sphérique de mon image, ben, elle est pas bonne. Il y a un trou aussi. C'est ça qui fait le trou, justement. C'est là qu'il apparaît le trou dans l'imaginaire. Hein. Là aussi, c'est un trou. Il y a aussi un trou dans l'imaginaire, bien sûr.
C'est justement cette dimension phallique qui fait défaut. Ah merde, elle en préfère un autre. Mais pourtant, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour que je devrais la satisfaire. Donc on voit bien que tout ça, c'est régi par l'interdit de l'inceste. C'est l'interdit de l'inceste qui a cette fonction-là. Alors, continuons, continuons si vous voulez bien. Alors, le mot suivant, parce que oui, je vois, ça avance vite, il est déjà 10h10. Le mot suivant, c'est le mot protège, protéger. Alors ça, bon, là, ce que nous dit Leclerc, c'est que c'est la fonction de l'interdiction de l'inceste qui protège. Mais il n'y a pas que ça. En fait, le sujet, il a une grande capacité à se protéger. Par exemple, l'hallucination, c'est une façon de se protéger. L'hallucination, ça vient protéger de l'angoisse. Quand on écoute des gens qui hallucinent, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient combler ils sont protégés par leur hallucination. Et on parlait tout à l'heure de phobie. Par exemple, l'objet phobique, il a également cette fonction de protection contre l'angoisse. La peur et la peur associée, qui est elle-même, ça protège d'un désir. Alors, et on la retrouve aussi, par exemple, dans le fétiche. Le fétiche vient aussi protéger de l'angoisse de castration. Ou alors, par exemple, le transvestiste aussi, il met des vêtements merveilleux qui vont le protéger contre l'angoisse. Et là aussi, à nouveau, au niveau protection, c'est parce qu'elle peut être... Là, on parlait des protections névrotiques que le sujet met en place. Mais, à l'inverse, il y a une dimension de protection qui est recherchée et redoutée par la fonction le nom du père. Il va être recherché, parce que c'est une protection recherchée, et on va voir après pourquoi, parce que c'est redouté parce qu'il y a aussi angoisse de castration. Bon, c'est dit un peu vite, mais... Non, mais ça s'exprime très bien en clinique par le patient, il ne veut pas se passer de son symptôme, surtout le phobique, parce qu'il en a vraiment besoin pour se protéger. Bien sûr, c'est un professionnel de la protection. Et même celui qui se sent en permanence victime de son père, de sa mère, de son patron, de son amoureux, etc. Là aussi, il veut cette position de victime. Une victime se protège beaucoup. Il y a l'histoire de la formation de compromis, à savoir que non, je veux pas la chose vilaine et défendue, ça, non. Ça me protège bien de raconter des balivernes pareilles. Alors qu'en réalité, il n'y a que ça qui me préoccupe. Je ne pense pas qu'à ça, mais quand je pense, c'est à ça que je pense. Parlons un petit peu de nourrir également. Bon, là aussi, je dis des choses très, très rapides. Alors, donc, pour l'humain, là aussi, la nourriture, ça a une fonction très éloignée du nourrissage. Par exemple, on parlait du cri qui vient accompagner l'absence du sein maternel, et donc du coup, se nourrir, et alors par exemple aussi l'anorexique, par exemple, va se nourrir de rien. Il va se nourrir en mangeant du rien, en fait. Et on sait très bien que la voie et le nourrissage, ça passe par le même trou, quoi. C'est donc quelque chose qui a à voir avec la pulsion orale. La nourriture et la parole nourrissent. Voilà. Alors,
je voudrais bien te donner la parole après, mon ami. Alors, je vais essayer d'aller. Non, mais si On peut faire une deuxième session après sur le 21. Si vous voulez, hein, bien volontiers, au contraire. Hein. Alors, Ouais. donc là, on va aborder. La l'éternité devant nous. Oui, oui, surtout vers la fin. Surtout vers la fin, oui. Vers la fin, surtout vers la fin. Kafi, tu dois te poser des questions quand même. Bien sûr, oui. Au contraire. Moi, d'abord, j'ai été voir quand j'ai vu ce que vous faisiez là sur cette phrase de Serge Leclerc. Lacan, dans l'étourdi, dit à peu près la même chose, mais tout à fait différemment. Il dit: je métaphorise de l'inceste le rapport que la vérité entretient avec le réel. Alors ça, je voudrais répondre sur la question de la barrière. Enfin, moi, je me dis que la barrière, en fait, comme disait Pierre, dans la clinique, elle barre rien du tout, parce qu'il suffit d'une défaillance, soit du père, soit de la mère, soit de l'enfant, pour que l'interdit de l'inceste ne fonctionne pas. Et comme tu l'as dit, je trouve qu'effectivement, l'interdit de l'inceste, disons, par l'enfant pour la vie, et sinon, pour répondre à Pierre, eh ben, c'est la mort, comme on voit bien la famille oedipienne avec sa fille Antigone. Donc, c'est à ça que ça mène, c'est ça l'horreur de l'inceste en définitive, mais je trouve que la barrière, c'est mal dit, et c'est vrai que la phrase de Lacan, entre la vérité et le réel, est à éclaircir. Voilà. Est-ce que vous pouvez redire cette phrase, Florence? Oui, alors, Lacan dit: je métaphorise pour l'instant, ça c'est dans l'étourdi, je métaphorise pour l'instant de l'inceste le rapport que la vérité entretient avec le réel. Bon, parce qu'en vérité, parce que moi, il me semble que, si vous voulez, je voudrais ajouter que la question est souvent d'ordre, comme disait Pierre, imaginaire. Hein. Il suffit d'avoir une pensée incestueuse pour qu'elle se cristallise en réel et que la barrière de l'inceste saute, je veux dire, dans la pensée. Hein. C'est ce qu'on trouve aussi effectivement dans la phobie ou dans toute autre psychose ou perversion, mais je voudrais le préciser parce que c'est pas évident ce que dit Serge Leclerc. Voilà. Si ça marche, effectivement, ça protège, nourrit le désir, mais si ça marche pas, alors là, c'est l'inverse. Ouais. Ce qui est pratique dans le terme barrière, c'est que c'est le même mot que barrer, et que ça renvoie à la constitution du barré du sujet, de l'incomplétude du sujet. Et cette incomplétude du sujet qui fait du sujet humain un sujet barré, c'est le nom du père, c'est l'interdit de l'inceste, c'est ce qui nous fait parler en fait. Et c'est ce signifiant du manque dans l'autre. Et pour aller dans le sens de ce que vous dit Florence, là, on va y venir justement dans la toute dernière partie. Je voudrais parler avant de ce qu'il en est du désir. Alors évidemment, le désir, c'est le thème central de la pensée freudienne et lacanienne, donc on va pas épuiser le sujet, si on peut employer ce terme. Mais je voudrais simplement en parler en termes presque d'étymologie, parce que Lacan emploie d'ailleurs ce terme, hein, il emploie également le terme pour désir, il emploie le terme de désidération. Hein, c'est en 58, le 23 avril, il le note, et ça vient un petit peu aller dans le sens de ce que Florence vient de nous dire. La désidération marque la barre du signifiant. C'est-à-dire qu'il indique bien que désir ou désidération, parce qu'on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement désidération. Hein. On en a déjà parlé ici ou ailleurs, mais c'est bien de revenir sur ce terme-là. Hein. Désir,
ne fonctionne qu'avec l'existence de cette barre. C'est cette barre qui fait fonctionner le désir. Alors, il y revient encore dans le séminaire encore. Alors, j'aime bien rapprocher les termes de sidération et désidération. Ce sont des mots importants à noter. J'ai plus beaucoup d'encre. Donc, on a désidération. Et sidération. Et là, on a quelque chose qui ressemble à désir. Alors, ça a déjà été évoqué, mais c'est toujours, je trouve ça vraiment intéressant d'y revenir tout le temps. Qu'est-ce que c'est que la sidération? Eh bien, c'est sidérer ou désidérer, ça a à voir avec le pouvoir d'une étoile. Dans sidère, il y a sidéral, il y a l'étoile. Et ils évoquent le pouvoir sidéral d'une étoile. Et alors, c'est-à-dire que sidérer, c'est donc donner à l'étoile le pouvoir de supprimer le désir du sujet. Être sidéré, c'est être privé de la capacité désirante par le pouvoir sidérant d'une étoile. Et la désidération, à contrario, c'est la cessation de l'influence invalidante de l'étoile. Et donc la capacité de retrouver l'accès au désir. Et désidération, c'est à l'étymologie de désir. Et donc, là-dessus, Lacan insiste là sur le pouvoir normalisant de la barre et de la barrière entre signifiant et signifié. Quand il dit la désidération marque la barre du signifiant, c'est bien que là, c'est cette barre qui est la marque de la constitution du désir, qui est possiblement accessible pour le sujet. Est-ce Oui. que tu vois une relation entre justement le désir et ce que tu appelais le trou dans le symbolique? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment désirer, mais ne serait-ce que tout simplement, comment désirer un objet, comment désirer, moi en tant que sujet barré, comment désirer un objet si je ne suis pas barré? Et cette barre, c'est bien la barre qui correspond au trou dans le symbolique. Eh bien, c'est là où mon désir, c'est là où je peux exprimer mon fantasme. Mon fantasme, il est bien, c'est le fantasme que je peux pas avoir de fantasme si j'ai pas de désir. Et qu'est-ce qui rend le fantasme possible? C'est pas moi en tant que sujet entier, mais c'est en tant que sujet barré. Qu'est-ce que c'est que le sujet barré? C'est le sujet dans lequel, qui est intéressé par le fait qu'il y a un trou dans le signifiant, que je suis incomplet. Je ne sais pas si ça répond, mais... Ouais, peut-être dans pour un autre thème, ce serait bien de revenir sur la sidération, en fait. Oui. C'est un phénomène quand même assez qui est fécond, quoi, parce que je repense à Alain Didier-Vell qui disait que le 11e commandement pourrait être « laisse-toi sidérer ». Ah bon? Et il disait ça? Ouais. Ah, c'est curieux, hein? Parce que c'est ce moment, tu sais, c'est dans le mot d'esprit. Il y a un temps de sidération avant de... Oui. C'est ce temps qui nous permet d'aller au-delà de l'imaginaire, au-delà de ce que j'imagine. C'est un moment enfin où il y a un ailleurs, quoi. Et qui me demande du mouvement, parce que sinon, je reste quoi, comme il dit.
Mais le rire d'ailleurs qui survient quand, face au mot d'esprit, c'est effectivement une oscillation entre sidération et désidération. Hein. Il y a un temps Il y a un temps, avant de rigoler. il y a un temps où merde, je l'aurais pas vu comme ça, mais c'est trop drôle. Donc, et le fait que je ris, d'ailleurs, c'est ce qu'on repère chez tous les un petit enfant, un nouveau, pas un nouveau-né, mais vraiment un tout petit enfant. On va savoir qu'il y a de l'humain s'il rit facilement, si on arrive à le faire rire très facilement. Un bébé de 6 mois, il est capable de rire aux éclats. Hein. Ben c'est bien là où. Et s'il rit pas du tout, et s'il rit jamais, hein, eh ben on a de quoi être très inquiet. On est très inquiet dans ce cas-là. On sait qu'il y a quelque chose de la sidération. Le fait que Est-ce que c'est le moment, il y a quelque chose dans ton explication, je m'attendais à ce que tu le dises, mais tu ne l'as pas dit, et je pense que ça va bien quand même au fond de ce qu'on est en train d'envisager. Desiderium, en latin, vous savez ce que ça veut dire. C'est un astronome qui désigne ainsi une étoile qui était là dans le ciel et qui n'y est plus. Il y a un trou de place. C'est ça le desiderium. Hein. Ah oui, c'est intéressant. Desiderium, c'est l'étoile. Hein. Oui, mais donc ça veut dire qu'effectivement, si l'étoile n'y est plus, je ne suis plus sidéré. Eh oui. Tu vois, j'ai retrouvé le désir. C'est la cessation de l'influence néfaste, sidérante de l'étoile. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même effectivement très très important, c'est de comprendre, parce que le mot désir, il nous embarrasse terriblement en France, hein, c'est quand même absolument incroyable, parce que c'est un souhait qui est le contraire d'un souhait, enfin c'est vraiment bizarre ça, hein, on ne sait pas comment s'en sortir de cette histoire. Et c'est effectivement comment on peut concevoir cette histoire de sidération, désidération. À un autre moment, Lacan nous propose quelque chose qui est l'image de l'échelle inversée. Je ne sais pas si tu as cette notion. Ça me dit vraiment quelque chose, mais pas plus que ça. Dis-nous. Alors, je vais essayer de retrouver la phrase qu'il emploie pour le dire, ça. Hein. La castration signifie que la jouissance doit être refusée pour qu'elle puisse être atteinte, cette jouissance, sur l'échelle renversée du désir. Ouais. Hein. Ben, c'est une phrase qui n'est pas si facile que ça à comprendre, hein, parce qu'il y en a des dénégations qui Ouais, succèdent. comment vous la comprenez? Parce que Jacques dit oui, mais c'est. Oui, non, mais parce que ça m'évoque, oui, mais ça évoque tellement le fait que trop de jouissance tue la jouissance, quoi. C'est que la castration vient justement permettre la jouissance de l'humain. Oui. L'échelle inversée, c'est que, bon, c'est l'attachement à ce nom du Père qui rend possible. Attends, pour le dire autrement, c'est parce qu'il y a un mec ou il y a un concept qui vient interdire qu'on a du désir. Il y a bien quand même, on pourrait penser que c'est le contraire, que l'échelle elle va dans l'autre sens, hein, que l'échelle plus ça monte, plus c'est génial. Eh ben non, justement pas. Il y a des barreaux qui manquent à cette échelle. Hein, et c'est justement parce qu'il y a des barreaux qui manquent à l'échelle qu'on désire. C'est à l'envers. Ça fonctionne à l'envers. C'est le nom du Père, il vient fonctionner à l'envers de cette affaire. Et c'est grâce à son fonctionnement à l'envers de cette recherche de jouissance maximum entre la mère et l'enfant qu'on peut désirer les humains.
qu'on va vers l'exogamie. C'est parce que justement celle-là, on reconnaît qu'on n'a pas le droit de la désirer, qu'on peut désirer les autres humains. Ça fonctionne. Ça devrait être logique, comme tu le disais tout à l'heure. Ça devrait être logique que quand même celle avec laquelle on a le plus envie d'avoir le maximum de corporéité, c'est la mère, c'est normal. Eh bien justement, c'est le contraire. C'est justement le contraire, ça marche à l'envers. C'est que justement parce qu'on reconnaît que l'échelle des valeurs, elle est dans l'autre sens, qu'on fonctionne comme humain. Si on se laissait aller, si on se laisse aller, la mère et l'enfant, s'ils se laissent aller ensemble à cet état de nirvana, eh bien, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a justement une échelle qui est dans l'autre sens. L'échelle du désir, elle est à l'envers de ça. L'échelle du désir fondée sur la castration marche à l'envers de l'échelle du maximum de jouissance que je cherche à obtenir avec ma mère, parce que c'est normal que c'est elle que j'aime le plus. Tu vois ? Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est important de revenir sur la génétique de la castration, c'est-à-dire les étapes qui marquent la castration, parce que effectivement, c'est bien pour aboutir à la castration. Hein. Et pourquoi aboutir la castration, hein, c'est un peu particulier. Hein, la castration, c'est une étape définitive, un manque symbolique d'un objet possédé par le père réel. Hein, oui, oui, hein, oui. hein, bon, et il s'agit d'arriver à accepter en quelque sorte cette castration, hein, en disant, bon, l'acceptation de cette castration doit me faire renoncer à être l'objet du désir de la mère. Oui, mais fort heureusement, cette castration, elle est purement symbolique quand même. Eh bien oui, c'est-à-dire que voilà, mais le problème, c'est que justement, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Est-ce que topologiquement, on ne peut pas y dire que l'échelle, effectivement, qu'il y a deux topos qui sont inversés l'un par rapport à l'autre? Oui, mais On c'est peut au dire niveau qu'il y a des barres symbolique. placées dans l'échelle. Oui, mais au niveau symbolique, oui. Oui, oui, Au oui, niveau symbolique, hein, c'est une échelle qui est bien, tu vois, il faut la voir, quand tu montes dessus, tu la descends, enfin, ou le Voilà, contraire. c'est une échelle de Escher. C'est une échelle sur un mode Escher. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai noté après? Alors voilà, j'ai marqué que, bon, alors, Lacan, il a repris cette. D'ailleurs, c'est intéressant, là, je vous ai dit, c'était en janvier, hein, cette petite phrase de Leclerc, et Lacan la reprend au mois de mars de la même année. Et alors, Florence disait que le mot barrière est pas très judicieux. Lacan, il le dit autrement, qui va peut-être te plaire davantage. Il dit le retour du refoulé se produit grâce à la barrière de l'inceste. Bon, il ramène quand même la barrière dedans. Mais il le met au niveau du retour du refoulé. Le retour du refoulé se produit grâce à la barrière de l'inceste. Oui, ça me paraît bien ça. Bah oui. Parce qu'on est quand même dans le contexte d'une cure où on cherche justement la castration, enfin, en théorie, quoi. Enfin. Oui. Alors c'est une assertion très forte, pas de désir, c'est une façon de dire pas de désir sans interdit de l'inceste. Bon, c'est évident, c'est une évidence dans notre pratique quotidienne, mais alors aussi bien pour les patients psychotiques que pour les névrosés ayant été abusés pendant leur enfance, par exemple. Et ça va rejoindre un petit bout de discussion qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Alors pour les psychotiques, ce sont quand même, on peut dire, bon c'est une simplification, mais enfin malheureusement on la constate tout le temps, hein, ce sont les conséquences des mensonges qui tendent à faire accroire à l'enfance que le trauma structurel n'existe pas et que la mère pourvoira indéfiniment et sans limite aux attentes de l'enfant.
Ah oui, oui, mais ça, c'est particulièrement net, hein, quand on voit les relations que peut entretenir un psychotique avec sa maman. Dans certains cas cliniques, c'est caractéristique, hein. Et surtout les mensonges qui alimentent le discours de la mère, bien sûr. Alors cela sidère le désir qui est, j'allais dire, presque en état de famine, hein. Il a plus de, il a plus de corps, c'est le cas de le dire. Le désir n'a plus de corps. Alors, pour ce qui est du côté des pratiques criminelles incestueuses, ben, l'adulte ment aussi. Mais là, le mensonge porte et sur la non-légitimité radicale de la relation incestueuse. Euh, peu importe que ces pratiques s'accompagnent ou pas de violence, hein, mais alors là, je pense quand même que l'enfant, il a un vague savoir de cette illégitimité, mais elle est recouverte par le refoulement lié à la survenue éventuelle de la jouissance, hein, et aussi sûrement par la nécessité impérieuse de survivre à ses parents, en fait. Alors, ça ce sont les situations les plus graves, hein, on va dire, enfin, les situations qui conduisent soit à l'autisme et à la psychose, ou soit qui conduisent à l'emprisonnement du père, et la plupart du temps du père plutôt que de la mère, hein, bien sûr. Mais alors, le problème, c'est ce qui est presque pire, parce que c'est ça qu'on rencontre tous les jours. Ce sont toutes les situations intermédiaires. J'appelle ces situations incestuelles, en fait, hein. Donc, elles sont très souvent méconnues, parce qu'elles ne conduisent pas en cour d'assises. Mais par contre, on va être tous d'accord sur le fait que ça conduit à la majorité de la symptomatologie rencontrée dans la clinique. Effectivement, dans les deux exemples que j'avais pris avant sur la psychose et la criminalité, il y a un défaut insurmontable de barrière, hein. Soit elle est totalement volontairement ou involontairement niée par la mère, soit soit la mère ayant subi elle-même des pratiques incestueuses, ou le père ayant subi des pratiques incestueuses très graves, la méconnaît, hein. Mais dans les situations intermédiaires, eh ben, cette fameuse barrière, elle est en quelque sorte poreuse, hein. Et en fait, elle s'avère étanche ou poreuse au gré du bon vouloir du parent, hein. Elle est rythmée par son angoisse. Et alors, je conclue là-dessus, hein, quelle est la fonction parentale principale? Eh bien, la fonction parentale principale, il me semble, c'est le renoncement. Et élever un enfant, c'est essentiellement accepter jour après jour un nouveau renoncement. Et chaque parent y est confronté, hein. Il s'agit le nourrissage, l'hygiène, les mots, l'éloignement physique, l'acceptation de l'altérité de l'enfant, hein. Et donc, ce qu'on voit, c'est que chaque parent, il doit se faire violence pour accepter ces renoncements, hein. Et ces renoncements sont autant de métonymies de la barrière de l'inceste. Et comme le dit Leclerc, bah, c'est un peu grâce à ces renoncements que se nourrit le désir, hein. Et voilà. Et l'interdiction de l'inceste et le désir, ainsi, sont intimement liés car ils fondent la loi fondamentale de l'humain. Moi, je dirais ça comme ça. Bon, voilà un petit peu le tour de ce que je voulais dire là-dessus. Après, si tu veux intervenir ou s'il y a des questions, Je veux bien donner quelque chose qui apparaîtrait comme un complément de ce que tu viens de dire, une oui, phrase de Lacan quand il parle de l'échange intersubjectif, hein.
Il dit que c'est la corporisation de la dialectique du sujet et de l'autre, avec un grand A. La corporisation. Corporisation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une corporisation? C'est qu'il y a des espèces de petits machins, des petites poussières qui se baladent partout, et puis tout ça, ça se réunit pour former un ensemble cohérent. Hein. Corporisation de quoi? Hein? De la dialectique du sujet et de l'autre. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une dialectique? C'est quelque chose qui va par barrière et anti-barrière, en quelque sorte. Hein. Réponse, question, il me semble, ça évoque beaucoup la discussion, hein, la disputation plutôt. Hein. Je sais pas, mais j'aime beaucoup ce mot de corporéisation. Oui, mais je voudrais que tu en dises un petit peu plus parce que c'est comme ça évoque en même temps la notion du corps. Qu'est-ce que. Oui. Tu sais que Est-ce que Lacan vous pouvez reprendre, Pierre, la phrase encore une fois aussi? Oui, oui. la phrase, c'est que quand il parle effectivement de ce qui se joue, hein, entre la maman et l'enfant, puis entre l'analyste et l'analysant, bien sûr, c'est la même chose. C'est des petits bouts de choses épars qui viennent, que tout ce qu'on a dit, par exemple, aujourd'hui, comment en faire un ensemble. Il faut que ça finisse par former un corps. Alors, la phrase du corps, c'est que l'échange intersubjectif doit déboucher sur la corporisation de la dialectique du sujet et de l'autre. C'est-à-dire que pour le moment, c'est très compliqué de corporéiser ça, puisque le sujet, vous savez, hein, le sujet, il est barré, le sujet, il s'adresse, il reçoit son propre message de la part de l'autre sous une forme inversée. Enfin, tout ça, c'est très, très, très compliqué. Comment mettre tout ça en place? Comment mettre tous les morceaux de ce puzzle ensemble? Excusez-moi, Pierre, mais ça date de quand, cette citation de Lacan? Ah, je ne l'ai pas Enfin, là. elle est où? Je vous le retrouverai. Merci. Je vous le retrouverai, je vous le ferai passer. Merci. Mais c'est un grand autre c'est l'autre barré avec une Ah non, majuscule? c'est le sujet barré avec le grand autre avec un A majuscule. Oui. D'accord. Et Mais je n'ai pas noté la référence parce que j'ai voulu aller vite et puis je n'ai pas noté la référence. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que si on prend l'inverse, c'est c'est vrai que quand même une des premières choses qu'on perçoit lorsqu'on a affaire à un autiste, c'est qu'il n'a pas de corps. Et exactement. Exactement. C'est que tout ça, ça part dans tous les sens, oui. Des petits morceaux de. Hein. Oui. C'est des petits morceaux, mais il n'y a pas de corps. C'est drôle, c'est intéressant. Hein. Et pour qu'il y ait corps, alors on en parlait tout à l'heure, il faut que les trois anneaux borroméens restent liés ensemble. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de coupure. Et quand il y a une mère qui se met à déconner, je ne sais pas moi, à faire de la cesse, grand gros, avec son enfant, ça veut dire qu'elle coupe, elle coupe le truc et que tous les anneaux se cassent la gueule. Hein. Il y a quelque chose qui est très important. La corporisation, moi je la mettrais bien du côté du symptôme, SYNTHOM. Hein. C'est-à-dire cette espèce le symptôme que Lacan voyait un petit peu comme ce qui se construisait dans l'analyse. Hein. Hein, le Saint-Homme, Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Homme. Lacan disait le dire prend corps. Je pense que c'est plutôt du côté de l'échange langagier ou du symbolique qu'il faudrait se repérer. Ah, tout à fait, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, oui. Non, parce que le sujet et le grand autre, ça ne peut pas. C'est le corps du sujet. L'ensemble, c'est le corps du sujet. Quand vous dites sujet et grand autre, parce que le grand autre, c'est le lieu des signifiants du sujet. Ben oui, alors dans l'intersubjectivité, il y a une dialectique, hein, du sujet barré avec le grand autre, hein, et qui est exprimée par Lacan dans des trucs d'ailleurs qui sont très très difficiles à faire passer, hein, dans nos propres têtes d'ailleurs. Hein. Le sujet entend son message, enfin reçoit son message dans l'autre sous une forme inversée. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Non, il faut bien comprendre que le grand autre barré du sujet n'existe pas. Sinon, effectivement, si on Ah, il y a rencontre... l'autre de l'autre, oui. Non, non, il n'y a pas de l'autre. Et puis Lacan le dit bien, le grand autre n'existe pas.
Parce que si vous rendez consistant le grand-hôte, et ça peut arriver qu'on rende consistant son père ou sa mère, c'est ça le problème aussi, en tant que parent comme grand-hôte. Ah oui, oui, oui. Voilà, chez Lacan, le grand-hôte, c'est plutôt du côté de Dieu qu'il faut l'entendre, je pense, hein. Alors Ah, voilà. oui, alors, oui. Alors, moi, j'avais fichu Dieu du côté de l'inceste, du tabou de l'inceste. Oh. Oui, aussi, C'est aussi. bien, hein. Parce que, oui, quand on parlait de ce tabou de l'inceste, oui, parce que j'ai relu quelques petits passages parce que c'est bien avant Freud, hein, qu'on a discuté de cette question du tabou de l'inceste. Et en réalité, donc, celui qui l'a inspiré, Freud, hein, pour Solomon, machin, là, et qui a inspiré Freud pour écrire Totem et Tabou, il dit bien que dès qu'il y a de la parole, il y a une religion qui vient à la clé. Il y a une religion, c'est-à-dire que c'est une religion animiste, c'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'il y ait quelqu'un qui dicte la loi derrière tout ça. Mais dis-moi, toi qui as une meilleure connaissance de Freud que moi, quelle distance tu mettrais, si tant est qu'il y en ait une, entre tabou et interdit? Ah, alors si, alors dans la pratique courante, l'interdit, il est promulgué. Il est interdit je sais pas moi, autrefois, on D'afficher. pas sur les murs d'afficher ou de faire des choses, voilà, hein, sur les murs. Hein, bon, eh ben, c'est des interdits qui sont promulgués, hein, alors que le tabou de l'inceste, personne ne le promulgue, absolument personne. Il est, il est là comme Dieu, comme, comme Dieu absolu. Il est descendu de la montagne. Vous ne coucherez pas avec maman, ni avec papa, si vous êtes une fille. Parce que Lacan, il dit qu'il faut arrêter, hein. Ça fonctionne dans les deux sens, hein, l'Oedipe, hein, c'est pas. Hein, C'est déjà une métaphore. c'est une métaphore, effectivement, de la jouissance, hein, en fait, dont il est question. Hein, c'est pas. Il faut arrêter avec cette histoire qui aurait un sens à cette affaire-là. Hein. Mais en tout cas, le tabou de l'inceste, il porte des deux côtés. Hein. Il est aussi bien interdit aux filles enfin aux mères de faire ça avec, oui, enfin aux filles en général, avec papa ou leur enfant, et il est interdit de la même façon aux garçons d'aller avec maman ou avec leur sœur ou avec enfin un certain nombre de gens comme ça. Ce qui est assez intéressant, je crois que dans les conversations ou les discussions du sujet, c'est qu'il est fluctuant, hein, le tabou de l'inceste. Hein. Oui, il est dit dans plusieurs endroits, je ne sais pas si Freud ne le dit pas, ça, que il y a sinon c'est Lévi-Strauss, il y a des tribus où le père déflore les filles. Oui, oui, bien sûr. Oui, Hein. mais Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc le tabou de l'inceste n'a absolument rien à voir avec la défloration, par exemple, hein, ou l'acte sexuel. Hein. oui, mais C'est autre chose, hein, dont il s'agit. Hein. c'est du tout sauf un. C'est-à-dire que c'est l'oncle qui interdit, ou etc. Par exemple. C'est, Voilà, c'est- c'est. ce qui est constant, ça. c'est pour ça que Lacan note la femme avec une barre, c'est que c'est toutes les femmes sauf une. C'est du sauf un, quoi, qui fait tabou. Et puis, il y a quelque chose aussi dans la pratique, que là, il y en a plusieurs d'entre nous ont évoqué des cas d'inceste pris en traitement. En général, un gars qui couche avec sa mère, ça le tracasse pas outre mesure, hein. Surtout s'il est majeur. Surtout s'il est majeur, ouais. Hein, qui risque rien du côté de la loi. Il faut pas donc l'horreur de l'inceste, elle est pas située au niveau de l'imaginaire, hein, elle est située beaucoup plus profondément au niveau d'autre chose. Ça n'empêchait pas enfin tout au moins dans les cas qui me reviennent à l'esprit, ça n'empêchait pas qu'il y ait d'énormes angoisses, hein, pour Voilà. d'autres
pour d'autres raisons, mais pas pour avoir couché avec la mère. Ça tient au désir, surtout, moi, je pense, du côté de l'interdit, et ça, en différence avec le tabou. Mon avis, du côté de l'interdit, ça touche plus au désir, à la question du désir. Enfin, comment dire, ça. Alors là, non, j'aurais plutôt dit le contraire, moi, non? Bah, Que- vous avez parlé de la défloration des filles par leur père, et pour moi, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de désir, que c'était un devoir. Ah, oui, alors, attends, oui, alors, oui, j'ai parlé de deux choses à la fois. J'ai parlé de cas d'inceste réel, et puis j'ai parlé, oui, effectivement, de ces tribus où le père. Oui, alors, je disais que, effectivement, la fonction de l'inceste n'est pas une fonction sexuelle organique, hein. Il y a aucun tabou sexuel qui empêcherait que les pères ne déflorent leurs filles, si on peut dire, même d'une façon très très générale. Mais n'empêche que le tabou de l'inceste, il est bien là, aussi bien dans les deux familles, hein, aussi bien chez ceux qui déflorent leurs filles que chez ceux qui ne les déflorent pas. D'une certaine façon, le père qui joue son rôle de père et qui justement au nom du père, les filles vont pouvoir se former en tant que filles, en tant que femmes, et arriver à la troisième étape de la castration correctement. Eh bien, en quelque sorte, il joue parfaitement un rôle de déflorateur, si vous me le permettez. Non? Mais là, Peut-être. Déflorateur, déflorateur au niveau, oui, bah, je sais pas, moi, un père qui dirait à sa fille, bah, dis donc, attention, mets un préservatif parce que sinon tu risques de choper le sida avec un copain qui a pas pris de précaution, etc. Ben, il fait bien quelque chose comme une espèce de défloration. Il lui met bien la main là où il faut pas quand même. Enfin, il la touche bien à des endroits corporels qui sont intimes, quoi. Enfin, je veux dire. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient. C'est pour ça que j'ai du mal, si vous voulez, à vous suivre sur ce terrain très concret. Parce que, voilà, enfin, je vous suis, mais je veux dire par là que c'est pas si simple que ça. C'est pas le papa qui dit à son épouse, attention, laisse notre fils tranquille parce que blabla. Ça se passe comme ça aussi en pensée, dans l'inconscient. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas. Pour Ah, mais moi, je suis c'est. complètement d'accord avec ça, bien Mm, entendu. mm. Ah non, non, je faisais une différence entre les deux pour bien montrer à quel niveau il fallait placer. Bien sûr que le tabou de l'inceste, il n'est pas corporéisé, hein, c'est pas au niveau du corps au départ. Il va falloir lui faire qu'il y ait un corps, une corporéisation, hein, de, de ce tabou avec justement avec les problèmes que pose l'existence, hein, l'existence humaine. Ça, c'est ce que disait Jacques tout à l'heure, hein, quelque chose qui est de devenir humain à travers justement. Il y a une chose on n'a pas évoquée aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être heureusement d'ailleurs, mais ça me fait toujours penser un petit peu à l'abstinence de certaines religions ou bien à l'idée oui, chrétienne, tu n'es rien, tu n'es qu'une poussière, fabrique-toi ton objet A d'abord. bon, attends, je voudrais essayer de résumer un point qui me paraît important. Là, on a parlé effectivement de l'inceste entre le père, sa fille, ou l'oncle, ou etc. Tout ça, pour moi, je ne me suis pas du tout focalisé là-dessus. Pourquoi? Pour une raison simple, et je n'ai parlé dans ce travail, je n'ai parlé que de la dimension incestueuse ou incestuelle entre la mère et son enfant. Parce que je considère que ce qui va se passer avec le père après, qui va éventuellement déflorer sa fille, ou alors les criminels sexuels, tout ça, ce sont des métonymies et des métaphores de l'interdit radical, qui est celui de cette rencontre entre mère et que la femme, hein, comme le note Lacan, hein, c'est pas par hasard, hein, il note la femme comme ça, la femme. Hein.
Parce que dans l'ensemble des femmes, il y en a une qui est interdite. On ne peut pas dire la femme, on peut dire les femmes, bien sûr, mais on ne peut pas dire la femme parce que moi, en tant que sujet, en tant qu'enfant, en tant que plus grand enfant, en tant que bébé, eh ben, il y en a une qui est interdite, c'est maman. Tu vois, et après, ce qui se passe avec le père criminel, le père à ce moment-là, c'est une incarnation de la mère. C'est de la mère incestueuse. Tout ça, c'est autant de métaphores et de métonymie, tout ce qui se passe après. Ce sont les conséquences de ça. Tout est là-dedans, dans la constitution vraiment très archaïque de cette barre, la barre entre signifiant et signifié. Tout le reste, c'est du vent. Moi, j'aimerais mieux dire que plutôt que c'est du vent, c'est les petits morceaux du puzzle qui vont permettre de revenir au fondement. Oui, bien sûr. C'est une plaisanterie, c'est du vent. C'est-à-dire qu'il s'agit de recorporiser tout ça effectivement dans une totalité, parce que une fois qu'on a dit que le fondamental de la cesse, c'est la relation entre le bébé et la mère, on n'a pas effectivement tout réglé. Qu'est-ce que c'est que le désir, quoi, en gros, derrière tout ça? Bien sûr. Le désir, il reste une énigme, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est peut-être là-dessus qu'on devrait peut-être faire un thème un jour sur le désir et le désir du désir. Oui. Tu sais, là, vous connaissez tous la phrase le désir, c'est le désir de désir. On ne connaît que ça, que le désir du désir. Ouais. Bon, alors on va peut-être en rester là, on va rester sur cette phrase énigmatique, parce que c'est très énigmatique, et si on fait une soirée sur le désir... On va passer du temps déjà. C'est-à-dire qu'il faut trouver un point d'entrée, quoi, ouais. Oui. Bon, Merci. vous êtes d'accord qu'on en reste là? Merci beaucoup. Bah voilà, mais écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce travail. Au revoir. Allez, au revoir.